Tu n'es plus dans l'album de famille. Voilà ce que ma mère a lancé, après m'avoir arraché de chaque photo. J'ai répondu, alors, ne me demande plus jamais d'argent. Puis je suis parti. Et j'ai laissé une lettre d'adieu qui les a anéantis. Je m'appelle Maxime, j'ai 29 ans. Si vous demandiez à quelqu'un qui m'a connu à l'époque, il vous dirait sûrement que j'étais le chanceux de la famille. Toujours premier de la classe, boursier à 100% pour l'université, un bon poste dans l'informatique juste après mes études. Et surtout, j'étais le seul de ma famille à donner l'impression d'avoir réussi. Mais personne ne parlait jamais du prix à payer. Et ce prix, c'était mon silence. Je n'ai rien dit quand ma sœur Élise a pris mes économies d'urgence pour échapper à sa 3e arrestation pour conduite en état d'ivresse. Je n'ai pas protesté quand mes parents ont utilisé l'argent que j'avais reçu à ma remise de diplôme pour réparer leur toit, sans jamais me rembourser. Et surtout, je me suis tu quand je suis devenu celui qui payait pour tout. L'enfant fiable. Celui qui pouvait gérer. C'était la routine pendant des années. J'étais celui qui réparait les problèmes. Le fil sur qui on pouvait compter. Celui qui apportait les courses sans qu'on lui demande. Celui qui réglait en silence une facture médicale ou qui faisait un virement quand la voiture tombait encore en panne. Et chaque fois que je faisais remarquer que tout cela était injuste, on me culpabilisait. Tu t'en sors bien, Maxime. Élise a eu une vie difficile. Tu ne vas pas nous laisser dans la galère, n'est-ce pas? Le repas de famille était le seul jour où je faisais semblant que tout allait bien. Je prenais l'avion pour rentrer. Je jouais le rôle du fils parfait. Je regardais ma mère pleurer sur une dinde fade. Je souriais pendant que mon père ressortait ses blagues fatiguées sur le fait que je n'étais toujours pas marié. Je croyais que faire semblant en valait la peine. Mais plus maintenant. Cette fois, tout semblait différent. Dès que j'ai franchi la porte, j'ai senti que quelque chose clochait. Pas de « Maxime. Tu es là, joyeux. » Pas de câlin. Juste un « Ah, salut » pendant que ma mère séchait ses mains avec un torchon. Élise m'a lancé un regard rapide, sans lever les yeux de son téléphone. Je me suis dit qu'ils étaient stressés. C'était toujours comme ça quand l'argent manquait. Je suis allé poser la bouteille de vin dans la cuisine. Et c'est là que je l'ai vu. L'album photo de famille. Posé sur la table basse. Je ne l'avais pas vu depuis des années. La dernière fois, il était rangé au grenier. Plein de photos embarrassantes. Moi en salopette. Élise sans ses dents de devant. Nos parents plus jeunes à Noël. Cet album faisait partie de chaque réunion familiale. Le revoir m'a surpris. Peut-être que quelqu'un se sentait nostalgique. Pendant que tout le monde parlait et zappait entre 2 matchs, j'ai pris l'album et commencé à le feuilleter. Les premières pages étaient normales. Des photos de bébés, des anniversaires, des vacances floues. Mais plus je tournais les pages, plus je voyais quelque chose de bizarre. Toutes les photos où j'étais présent avaient été déchirées. Pas découpées proprement. Déchirées, brutalement. Comme si quelqu'un m'avait regardé sur ces photos et décidé que je ne méritais pas d'y être. D'abord, j'ai cru à un accident. Des pages collées ou un dégât d'eau? Mais non. Élise apparaissait parfaitement sur chaque cliché. Elle riait. Elle souriait. Toujours au centre. Page après page, mon visage avait disparu. Ma remise de diplôme? Juste Élise et mes parents, sous la banderole que j'avais payée. Ce Noël où j'avais offert des cadeaux à tout le monde en me privant de nourriture? Aucune trace de moi. Juste Élise ouvrant les siens. Mon cœur battait à tout rompre. Mes joues brûlaient. Je suis resté là, à regarder ce qui ressemblait à 29 années de ma vie, effacées. Et personne ne disait un mot. J'ai lentement refermé l'album et je l'ai reposé exactement là où je l'avais trouvé. Toujours sans rien dire. Le dîner a continué avec les piques habituelles. Maman a critiqué le pain que j'avais acheté. Pourtant, c'est elle qui me l'avait demandé. Élise s'est plainte une fois de plus de son travail et a laissé entendre que son loyer avait augmenté. Papa a plaisanté sur ma génération, qui gaspille de l'argent pour des tartines hors de prix. C'était drôle, surtout quand on sait que j'ai payé sa facture de carte bancaire il y a à peine quelques mois. J'ai souri. J'ai hoché la tête. J'ai même ri. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était brisé. Définitivement. Après le dessert, pendant que maman frottait la vaisselle et qu'Élise regardait des vidéos sur les réseaux sociaux, comme une ado, j'ai discrètement sorti l'enveloppe que j'avais apportée. Simple. Blanche. Une enveloppe blanche toute simple, sans nom, sans écriture. Je l'ai posée doucement sur la table. « C'est quoi ça ?» a demandé Élise,
les yeux plissés, comme si c'était quelque chose de dangereux. Pas maintenant, ai-je murmuré. Tu pourras la lire plus tard. Naturellement, elle l'a ouverte tout de suite. Elle a sorti la feuille et a commencé à lire. D'abord, elle avait juste l'air perdue. Puis son visage s'est tendu. La confusion a laissé place à la colère. Elle a tendu la lettre à maman, dont les mains tremblaient en la prenant. J'ai observé ses yeux suivre les lignes. Sa mâchoire s'est lentement décrochée. Elle a porté la main à sa poitrine, comme si on lui avait coupé le souffle. Et puis les larmes sont venues. Pas quelques reniflements discrets, non. Des sanglots profonds, de ceux qui viennent quand quelque chose ne se fissure pas, mais se brise complètement. Papa, qui était en train de se servir un verre, s'est arrêté. Il a pris la lettre des mains de maman et l'a lue attentivement. Peu à peu, ses mains se sont mises à trembler. Sa bouche s'est refermée en une ligne droite, tendue. Il n'a rien dit. Personne n'a rien dit. C'est comme ça que je les ai laissés. J'avais écrit cette lettre quelques jours plus tôt. Elle n'était pas longue, mais elle portait des années de douleur. Je l'avais corrigée encore et encore. Supprimé des passages. Réécrit des phrases. Hésité. Mais à la fin, elle disait exactement ce qu'il fallait. Je leur ai dit que j'en avais fini. Fini d'être celui sur qui ils comptaient toujours. Fini d'être celui qu'on accusait. Fini de faire semblant d'avoir une famille aimante, alors que je n'avais reçu que du contrôle, de la culpabilité et des exigences. Je leur ai rappelé toutes les fois où ils m'avaient vidé. Mes émotions, mon argent, ma paix intérieure. Et tout ce qu'ils m'avaient rendu en retour, c'était des reproches et des attentes. J'ai écrit que j'avais vu l'album. Que je savais ce qu'ils avaient fait. Et que je ne tolérerais plus jamais une seule insulte. Je leur ai dit que je ne paierais plus le loyer d'Élise. Que je n'aiderais plus pour les frais d'hôpital de papa. Ni pour la voiture de maman quand elle tomberait encore en panne. Qu'ils devraient se débrouiller sans moi. Et enfin, je leur ai dit que j'étais parti pour de bon. Plus de Noël. Plus d'anniversaire. Plus de retour. Pour rien. Personne n'a parlé. J'ai pris ma veste. Je leur ai jeté un dernier regard. Et je suis sorti. Mais ce n'est pas ça qui a été le plus surprenant. C'est ce qui s'est passé ensuite. Disons qu'ils ne sont pas restés silencieux. Le temps d'arriver à ma voiture, le soleil s'était déjà couché derrière les maisons. Le ciel était d'un gris terne, étrange. Tout semblait froid. Même les maisons avec des guirlandes lumineuses n'avaient pas l'air chaleureuses. Juste artificielles. Comme des décorations pour cacher quelque chose. Je me suis assis côté conducteur. Sans démarrer. Mes mains étaient crispées sur le volant. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans ma gorge. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Des cris peut-être. De la culpabilisation. Peut-être maman qui courait dehors en larmes, me suppliant de ne pas briser la famille. Mais non. Rien. Pas un son. Personne n'est sorti. Personne ne m'a rappelé. Et ce silence-là, c'était pire que des hurlements. Ce n'était pas du choc. C'était une menace. Une vengeance qui se préparait. Et je les connaissais trop bien pour croire qu'ils allaient en rester là. Je suis retourné à mon petit Airbnb, loué à l'autre bout de la ville. C'était minuscule. Une chambre. Un vieux plancher en bois. Un chauffage qui bourdonnait comme un moteur cassé. Ce n'était pas luxueux. Mais c'était à moi. J'ai balancé mes affaires par terre. Je me suis assis sur le lit. Et j'ai fixé mon téléphone. Aucun message. Aucun appel manqué. J'ai attendu 1 heure. Toujours rien. Le lendemain matin, tout a commencé. Discrètement d'abord. Je me suis réveillé avec une publication vague d'Élise sur les réseaux sociaux. Certaines personnes montrent leur vrai visage quand l'argent s'arrête. Puis une de ces citations habituelles, dramatique, la famille devrait être un refuge, pas un champ de bataille. Tellement elle. Sournoise, jamais directe, mais assez ambiguë pour attirer la pitié. Ensuite, maman a posté quelque chose aussi. C'était plus émotionnel. Une vieille photo en noir et blanc où elle tenait Élise bébé. Avec une légende, à travers tout, j'aimerai toujours ma fille. La loyauté compte plus que l'argent. Je n'ai pas répondu. Aucune émotion. Je savais ce qu'ils attendaient. Que je réagisse. Que je saute dans l'arène pour me défendre ou m'expliquer. Mais ce n'était pas une vraie discussion. C'était une mise en scène. Ce à quoi je ne m'attendais pas,
en revanche, c'était la suite. Ils ont commencé à contacter les gens proches de moi. Laisse-moi expliquer. Au lycée, j'avais un petit groupe d'amis très soudés, Sébastien, Robert et Clara. On était restés en contact au fil des années. On se voyait quand je revenais en ville. On s'envoyait des messages dans un groupe. On jouait parfois en ligne ensemble. Ils savaient que ma famille n'était pas simple. Mais je n'avais jamais tout raconté. Trop en parler rendait les choses trop réelles. Trop lourdes. Ma mère, elle, n'avait visiblement pas cette retenue. Robert m'a écrit en premier. « Hey mec, truc bizarre, il s'est passé un truc avec tes parents ? Ta mère m'a appelé, elle a dit qu'elle s'inquiétait pour toi. » Puis Sébastien m'a contacté. « Je viens d'avoir un message vocal de ta mère. Elle dit que t'es stressé et que t'as besoin de soutien. Elle va bien ? » Même Clara, qui n'avait plus parlé à ma mère depuis la fac, m'a envoyé un message. « Ta mère a retrouvé mon numéro via une vieille liste de l'université. Elle dit que t'éloignes tout le monde. Et elle voulait que je prenne de tes nouvelles. Qu'est-ce qui se passe ? » C'était complètement fou. Ma famille essayait de faire croire que j'avais besoin d'une intervention, juste après que je les ai quittés. Et le pire, c'est que pendant quelques secondes, j'ai presque cru que c'était vrai. Une voix dans ma tête chuchotait, « Peut-être que tu as été trop dur. Peut-être qu'ils sont juste bouleversés. Peut-être que tu as mal interprété la situation. » Mais ensuite, je me suis souvenu des photos. Du moment où j'ai vu l'album et qu'ils n'ont même pas réagi. De la façon dont ma présence avait été complètement effacée. Comme si je n'avais jamais fait partie de rien. Ils n'étaient pas blessés. Ils étaient démasqués. J'avais la nausée. Pas parce que je doutais de mon choix. Mais parce que j'acceptais enfin la vérité que j'avais enfouie depuis des années. Je n'étais pas un fils pour eux. J'étais un outil financier. Et maintenant qu'ils n'avaient plus rien à gagner, ils me jetaient comme si je ne valais plus rien. J'ai envoyé un message groupé à Sébastien, Robert et Clara. Je ne me suis pas plaint. Je n'ai pas insulté ma famille. Je leur ai expliqué calmement. Les années de pression émotionnelle. Les attentes financières. La culpabilité. Les photos trafiquées. La lettre que j'avais laissée. Et le fait que j'avais enfin choisi la paix plutôt que de faire semblant que tout allait bien. Ils m'ont tous répondu avec un soutien total. Sébastien a écrit, « Mec, je ne sais même pas quoi dire. Je suis fier de toi. Tu ne mérites pas tout ce bordel. » Clara a répondu, « Je suis tellement désolé que tu aies vécu ça. Merci de nous avoir fait confiance. Je suis là si tu as besoin de quoi que ce soit. » Robert a dit, « Une vraie famille est censée prendre soin de toi, pas te vider. Tu as pris la bonne décision. Ça aurait dû s'arrêter là. » Mais ce n'est pas le cas. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel de mon patron. Je travaille à distance pour une entreprise de taille moyenne dans la tech. J'ai toujours fait en sorte de garder ma famille à l'écart de mon travail. Mais d'une manière ou d'une autre, ma mère s'en est mêlée. Elle avait contacté l'accueil de mon entreprise pour demander à parler aux ressources humaines. Elle disait qu'elle était inquiète pour moi. Qu'elle pensait que je montrais des signes de comportement inquiétants. Et qu'il fallait que l'entreprise soit au courant. Oui, ma propre mère a essayé de ruiner ma carrière. Parce que j'avais arrêté de financer son train de vie. Heureusement, mon responsable est quelqu'un d'intelligent et de correct. Il m'a contacté directement. Il m'a expliqué l'appel. Et il a tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Il m'a même proposé quelques jours de congés payés si j'avais besoin de souffler. J'ai refusé. J'avais besoin de structure. J'avais besoin d'un point fixe pendant que tout le reste s'effondrait. Comme une table bancale. Ce soir-là, j'ai enfin bloqué le numéro de maman. J'ai aussi bloqué celui d'Élise. Et même celui de papa. Même s'il n'avait rien dit depuis mon départ, à part liker les publications larmoyantes d'Élise en ligne. Je croyais que ce serait la fin. Encore une fois, j'avais tort. Quelques jours plus tard, j'ai reçu quelque chose par la poste. Pas un mail. Pas un texto. Une vraie lettre. Écrite à la main. Pas de nom. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, une seule feuille. Pas de bonjour. Pas de signature. Juste 4 mots écrits en lettres majuscules épaisses, tu nous dois tout. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas terminé. C'était juste le début. Je me suis assis à la petite table de la cuisine dans l'Airbnb. Je tenais cette lettre comme si elle allait s'enflammer d'un instant à l'autre. La page tremblait légèrement.
Pas à cause du vent. Mais parce que mes mains n'arrêtaient pas de trembler. Ce n'était pas vraiment de la peur. C'était plus froid. Comme une lucidité glaciale. Celle qu'on ressent juste avant d'appuyer sur une plaie qui a besoin de points de suture. J'ai fixé ce message. Tu nous dois tout. Pas, merci pour tout ce que tu as fait. Pas, est-ce qu'on peut parler? Même pas, pourquoi tu nous as quittés? Juste ça. 4 mots. Comme si j'étais un compte en banque. Comme s'il réclamait un remboursement d'une dette que je n'avais jamais signée. Et là, j'ai compris. Je n'essayais plus d'être reconnu. J'essayais de m'échapper d'un contrat invisible. Un contrat que je n'avais jamais accepté. Je me suis adossé. J'ai laissé tomber l'enveloppe sur la table. Et j'ai ressenti un silence étrange. Un calme qu'on n'éprouve qu'après avoir accepté, une bonne fois pour toutes, que plus rien ne redeviendra jamais comme avant. Quoi qu'il reste de moi. La part de moi qui espérait encore, quelque part, que mes parents pouvaient vraiment tenir à moi, cette part-là avait disparu. Mon esprit a changé. J'ai cessé de réfléchir avec mes émotions. J'ai commencé à analyser froidement. Comme si je démontais un système cassé. Où avais-je fait une erreur? Quelle pièce avait lâché? Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et créé un nouveau dossier. Je ne planifiais pas encore de vengeance. Pas tout de suite. J'avais juste besoin de voir la vérité en face. J'ai ouvert mon historique bancaire. J'ai remonté toutes les transactions des 6 dernières années. Paiement pour Élise. Facture d'électricité pour mes parents. Prêt dont je n'ai jamais revu le moindre centime. En additionnant tout, j'ai senti mon estomac se tordre. Je savais que j'avais beaucoup donné. Mais pas à ce point. Le total frôlait les 6 chiffres. Loyer. Carte de crédit. Dépenses d'urgence. Acompte pour une voiture. Réparation. Frais de scolarité pour l'enfant d'Élise. Courses alimentaires. Pas une seule fois, quelqu'un ne m'avait dit merci. C'était toujours attendu. J'ai pris des captures d'écran d'anciens messages. Ceux de maman, qui disaient « Tu ne vas pas nous laisser souffrir, pas vrai ?» ou « Tu ne veux pas qu'Élise et son petit perdent leur logement ?» Des textos où je répondais oui. Même quand j'étais fauché. Et que je ne mangeais plus que des nouilles bon marché. Puis, je suis tombé sur quelque chose que je ne me souvenais pas avoir enregistré. Un fichier audio. Juste du son. Sauvegardé automatiquement, 3 mois plus tôt. Lors d'une visite pour l'anniversaire de papa. J'avais dû lancer l'enregistrement sans faire exprès, avant de quitter la pièce. Pendant mon absence, le téléphone avait capté une conversation dans la cuisine. Je me souvenais que ce jour-là était tendu. Mais j'avais mis ça sur le compte du malaise habituel. Ce que j'ai entendu m'a prouvé autre chose. Ça commençait par un murmure de maman à Élise, ne le rend pas méfiant. Laisse les choses calmes jusqu'à ce que l'hypothèque soit acceptée. Puis, une fois le refinancement validé, il pourra partir s'il veut. Élise répondait, il a déjà demandé des preuves pour la voiture. Et maman disait, alors invente-les. Tu sais faire ça. Il ne vérifiera pas, ensuite, le rire de papa, il ne partira jamais. Il est mou. Il l'a toujours été. C'était comme écouter des inconnus. Pas une famille. Pas des gens qui m'aimaient. C'était une réunion stratégique. Je n'étais pas leur fils. J'étais leur source de revenus. J'ai arrêté l'enregistrement. Et je suis resté assis là. Voilà. La lettre. Le silence. Les jeux de culpabilisation sur les réseaux sociaux. Ce n'était que les symptômes. Ce fichier audio, c'était la vérité. L'infection cachée dessous. Même là, je n'ai rien fait. Pas encore. Et pourtant, j'en avais envie. J'avais envie de leur envoyer l'enregistrement. Avec un énorme titre. Bravo. Vous vous êtes arnaqué vous-même. Mais je ne l'ai pas fait. Je savais qu'ils s'attendaient à de la colère. Et si je réagissais avec rage, ils seraient prêts. Alors j'ai attendu. J'ai ignoré la lettre. Je suis resté silencieux en ligne. Je n'ai presque rien dit à mes amis. Juste, c'est toujours bizarre. Je les ai laissés croire que j'étais bouleversé. Que je doutais peut-être de moi. C'est là que des gens comme eux deviennent confiants. Quand ils pensent que tu vas flancher. Et j'avais raison. 3 jours plus tard, j'ai reçu un mail de maman. Sans objet. Une seule phrase froide, tu peux encore arranger ça si tu arrêtes d'exagérer. En pièce jointe,
une lettre scannée d'un avocat. Son avocat. Ils envisageaient des poursuites pour ce qu'ils appelaient des devoirs familiaux négligés. Et à moins que j'accepte d'aider Élise dans sa bataille pour la garde de son enfant, ils menaçaient d'explorer les conséquences possibles. J'ai regardé ce message sans rien ressentir. Ils me menaçaient d'action légale parce que je refusais d'aider ma sœur adulte au tribunal. Je ne savais même pas comment commencer à digérer ça. Que allaient-ils m'accuser d'avoir fait? De ne pas financer ses frais d'avocat? De ne pas la soutenir moralement pendant un procès de garde contre un homme qu'elle connaissait à peine? Pendant un mois, au début, l'absurdité de la chose me faisait presque rire. C'était si ridicule que ça ressemblait à une mauvaise blague. Mais plus j'y pensais, plus ça piquait. Pas parce que j'avais peur d'aller au tribunal. Pas parce que je croyais que ça tiendrait. C'était le principe. Ils voulaient me punir d'avoir coupé les ponts. Faire de moi un exemple. Envoyer un message. C'est là que j'ai compris que je jouais trop petit. Ils voulaient la guerre? Très bien. Je répondrai d'une façon dont ils ne se relèveraient jamais. Pendant les 2 semaines suivantes, je suis resté publiquement calme. Aucune plainte en ligne. Aucune réponse en colère. Aucune confession à mes amis. Je n'ai rien dit. Mais en coulisses, je mettais les choses en place. D'abord, j'ai engagé un avocat. Pas parce que je croyais qu'ils avaient un vrai dossier. Ils n'en avaient aucun. Mais je voulais une protection légale. J'ai trouvé un avocat dur et rusé, spécialisé dans les affaires de harcèlement et d'abus familiaux. Il a lu la prétendue mise en demeure, a esquissé un sourire et dit « Ils n'ont aucun fondement. On va réagir plus fort. » Ensuite, j'ai rassemblé toutes les preuves que j'avais accumulées. Relevé bancaire, échange de messages, email, et l'enregistrement audio. J'ai tout classé dans un dossier numérique intitulé « Preuves d'abus émotionnels et financiers en famille ». Il faisait plus de 80 pages. Je l'ai remis à mon avocat. Ensemble, nous avons rédigé une lettre de mise en demeure. Elle dénonçait le harcèlement répété, les dommages psychologiques, et l'exploitation financière. Nous n'avons pas seulement demandé qu'il me laisse tranquille. Nous avons formellement déclaré que s'il tentait encore de me contacter, de me demander de l'argent, ou de salir mon nom en ligne, je les poursuivrais. Nous avons même calculé le montant total qu'il m'avait pris au fil des années. La somme dépassait largement les 6 chiffres. J'ai envoyé des copies physiques par courrier recommandé avec accusé de réception. Une pour maman. Une pour papa. Une pour Élise. Mais je n'en avais pas fini. Tu te souviens du jour où ma mère a appelé mon travail? Cette limite, elle n'aurait jamais dû la franchir. Alors, mon avocat a rédigé une déclaration officielle adressée à son employeur, une petite clinique médicale où elle travaillait à temps partiel. La plainte n'était pas agressive. Elle était juste honnête. J'ai expliqué les faits. J'ai joint des documents. Et j'ai précisé que ces mensonges m'avaient causé un stress considérable au travail. Je n'ai pas demandé de sanction. Je voulais simplement que la vérité soit notée. Et je savais que dans un endroit comme ça, l'information circule. Ensuite, j'ai contacté la famille élargie. Ce que j'évitais depuis des années pour ne pas étaler nos problèmes. J'ai écrit à la sœur de ma mère, au cousin de mon père, même à une vieille amie de ma grand-mère qui envoyait encore des cartes d'anniversaire. Je ne leur ai pas raconté toute l'histoire. Juste un message court et respectueux. Bonjour, je voulais juste vous prévenir que je prends mes distances avec maman et Élise. C'est pour préserver ma santé mentale. Si vous entendez des choses étranges, n'hésitez pas à me demander directement. Certains n'ont pas répondu. Mais quelques-uns l'ont fait. Quand j'ai partagé quelques faits, ils ont été choqués. L'un m'a dit, maintenant, tout s'explique. Ta mère disait à tout le monde que tu étais égoïste. Mais je trouvais que ça ne collait pas, et là, tout a commencé à s'effondrer. Lentement, mais sûrement. Élise a continué à publier en ligne des messages pleins d'émotions. Des citations vagues. Des reproches flous. Des pics à peine voilés. Mais sans mon argent pour payer son loyer ou son avocat, son dossier a commencé à s'effondrer. Son ex a demandé la garde exclusive. Et il a gagné. Je n'ai pas ressenti de joie. Surtout pas pour son enfant. Mais je n'ai pas eu de culpabilité non plus. J'avais essayé d'aider pendant des années. Elle m'avait utilisé tout ce temps. Quant à papa, il ne m'a jamais recontacté. Pas une fois. Peut-être qu'il avait honte. Ou peut-être qu'il s'en fichait. Dans tous les cas, ce silence a été un soulagement. Maman, elle, n'a pas abandonné si facilement. Une fois la lettre de mise en demeure entre ses mains,
Elle est restée silencieuse quelque temps. Puis elle a écrit une lettre à la main. Et l'a envoyée à mon ancienne adresse. Heureusement, mon courrier avait été redirigé. La lettre faisait 5 pages. Longue. Décousue. Remplie des mêmes manipulations émotionnelles qu'elle utilisait toujours. Des phrases comme « Nous sommes les seuls que tu as » ou « Tu as mal compris nos intentions » ou encore « Tout ce que nous avons fait venait de l'amour ». Je l'ai lu une fois. Puis je l'ai passé dans la déchiqueteuse. Je n'ai plus dit un mot à aucun d'eux depuis. Cela fait maintenant 6 mois. Je vis dans une autre maison. Un endroit rien qu'à moi. Aucun cadre photo de famille. Aucune trace de sourire forcé ou de bonheur en apparence. Juste le silence et l'espace. J'ai enfin réservé un voyage que je repoussais depuis des années. Je suis parti en Italie. Il y a eu un moment où je me suis retrouvé debout, sur une falaise rocheuse de la côte amalfitaine. Je regardais la mer d'un bleu profond. Et je repensais à toutes ces années où j'avais porté des poids émotionnels qui ne m'appartenaient pas. Et à cet instant précis, je me suis senti léger. Pas parce que j'avais riposté. Pas parce que j'avais gagné un combat. Mais parce que je ne laissais plus des gens incapables d'aimer sans condition me dicter ce que je leur devais. Ils m'avaient déjà pris beaucoup. Mon temps. Mon argent. Des morceaux de mon passé. Mais la seule chose qu'ils n'auraient jamais, c'était moi. Et je crois que, plus que tout, c'est ça, la vraie victoire.